Ah voilà. Bonsoir à tous, j'ai oublié de mettre mon micro, voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Même si merci de me dire si tout fonctionne, je m'y suis pris un petit peu tard là pour ce soir, mais bon. Bonsoir Jules, bonsoir Léo, bonsoir Pierre, bonsoir Roger, bonsoir à tous. Merci de partager si ça vous plaît. Ça nous permet de gagner un petit peu en visibilité. Donc on va attendre quelques petites secondes le temps que les personnes arrivent. Voilà, on est bientôt déjà à 100 personnes en direct sur les différentes plateformes. Je rappelle qu'on est en direct sur Facebook, YouTube, VK, Daylive et Periscope. Il y a déjà pas mal de monde sur YouTube et Periscope. Sur VK, ça commence à arriver tranquillement. Eh ben écoutez, super, si tout fonctionne bien, c'est parfait. Donc avant de commencer, je tiens à remercier ceux qui ont fait des dons pour la chaîne. Je me l'étais noté et j'ai oublié de le mettre. Marie-Claire qui a fait un don, un gros don avec un beau message, donc merci, merci à elle. Merci à tous ceux qui font des dons. Et puis, merci aux chercheurs d'or qui ont fait encore un super travail de recherche d'informations et qui sont en plus ce soir avec nous donc pour la modération. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci Léo d'avoir partagé. Bonsoir le Girondin. Bonsoir Nicolas. Je pense que les 2 pouces vers le bas, c'est pour Zemmour, parce qu'en fait, pour le titre, bon, vous savez que pour le titre, il y a un certain nombre de caractères qu'il faut mettre, et on peut pas en mettre plus. Et donc, en fait, j'étais un peu limite, donc j'ai juste mis Zemmour. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, je suis fan de Zemmour, et du coup, du coup, ils ont mis ils ont mis un pouce vers le bas. Je pense que c'est pour ça, en vrai. Donc, du coup, j'ai réussi à trouver un autre mot qui rentrait en termes de caractère. Et du coup, j'ai changé, j'ai mis quoi? J'ai mis piège Zemmour. J'ai mis ça pour le titre. Mais je pense que c'est juste à cause de ça. Mais bon, ces personnes-là n'ont pas dû regarder ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux récemment, puisque, en fait, même moi, ça me choquait pas, parce que si on suivait ce que je mettais, il n'y avait pas besoin de précision. Mais bon, faut quand même préciser pour ceux qui n'ont peut-être pas tout vu. En tout cas, on va le voir en détail tout à l'heure. À noter que ce live sera un peu plus court que d'habitude. J'étais un petit peu, voilà, pas énormément de temps et voilà. Un peu moins d'informations pour ce soir, mais c'est pas plus mal parce que c'est vrai que bon, les gens disent que si ça fait un peu long, 1h40, tout ça, donc bon, allons, c'est parti. Donc on commence avec, bonsoir Marie, bonsoir JR. Donc on commence avec les manifestations qui ont eu lieu le 18 septembre, comme à l'habitude. Donc je vous mets un petit peu la vidéo tranquillement pour commencer. Donc avec différentes villes, hein. Ouais, je vais mettre ça là, comme ça, voilà. Différentes villes, on avait Pau, on avait Limoges, on avait Marseille, bien sûr Paris. Encore une fois, beaucoup de monde dans les rues, surtout dans le sud de la France, hein. Toulon encore, beaucoup de monde, Marseille. Donc bon, bien sûr le cortège parisien. On a eu Strasbourg aussi. On la vidéo qui a l'air de galérer à se mettre. Voilà, Strasbourg aussi. Encore beaucoup de monde, hein, encore beaucoup de monde, même si on nous dit qu'il y a de moins en moins de monde. Bonsoir Johnny, bonsoir Lily. Bonsoir Séverine. Voilà, Toulouse, voilà, beaucoup de monde. Un petit peu moins peut-être dans certaines villes que par le passé. En tout cas, les chiffres sont vraiment mis vers le bas, c'est assez hallucinant. 80 000 manifestants, hein, je crois que c'est le chiffre qui a été annoncé, c'est vraiment ridicule quand on voit quand même toutes les images. Par exemple, à Strasbourg, on m'a dit qu'il y avait un petit peu moins de monde que d'habitude, mais c'est pas non plus, il y avait pas non plus personne, quoi. Il y avait vraiment encore beaucoup de monde. Puis voilà, c'était le retour un peu de partout. Il y avait quand même du monde, encore du monde. Vous voyez Toulon, encore une grosse foule. Je vois même pas comment ils peuvent tenir leur chiffre de 80 000 personnes. C'est vraiment, c'est vraiment triste. Voilà, allez, on avance. Mais je peux pas mettre toutes les villes, mais on avance. Alors, petite information qui nous est partagée donc par Florian Philippot, donc concernant le pass sanitaire. Donc c'est trop tôt pour dire quel usage du pass sanitaire. Il est en vigueur, il fonctionne et finalement on s'est tous habitués. Ce n'est plus gênant dans la vie quotidienne selon Emmanuel Vargon, ministre. Donc on l'écoute, qui est passé sur France Info. Si ça va bien, voilà. Voilà, donc c'est plus gênant dans la vie quotidienne. Bonsoir Steph, j'espère que ça marche mieux, qu'il n'y a plus de bug. Enfin, c'était la vidéo d'avant, je pense, qui devait bugger un petit peu. Bonsoir Alain, bonsoir Paris-Ambre, merci d'être présent.
Voilà, donc elle nous dit: «On s'y habitue». On s'y habitue, donc finalement, maintenant on vit avec ça tranquillement. Pas de son? Pas de son pour la vidéo? Ah ouais? Pourtant j'ai tout qui me dit que c'est bon de mon côté. Mmh. Heu, je vérifie ça quand même. Bah, écoutez, sur la vidéo, pas de son. Bah, alors ça, c'est super étrange parce que j'ai mis le son. Mmh. Bah, désolé pour ça les amis. Bon, en tout cas, bah, elle dit ce qui est mis ici, hein, donc c'est trop tôt pour dire que l'usage du pass sanitaire, il est en vigueur, il fonctionne et finalement, on s'est tous habitués, ce n'est plus gênant dans la vie quotidienne. Voilà, donc eux, ils sont voilà, ce que dit Florent Philippot, ils sont tentés par le pass à vie. Donc on nous donne aussi, ce but-là, donc vers un pass sanitaire obligatoire dans les stations de ski. Juste rassurez-moi, plus de son juste pour la vidéo, hein, on est d'accord? Ou plus de son pour rien du tout? Vous m'entendez quand même? Je vais juste vérifier ça quand même. Il y a du son, mais pas sur la vidéo. OK, d'accord. Bah, écoutez, j'ai fait comme d'habitude. J'ai rien oublié de spécial. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave, on avance. Alors donc vers un pass sanitaire obligatoire donc dans les stations de ski, le secrétaire d'État en charge du tourisme, se dit favorable à l'obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux stations de ski cet hiver en France, donc après la saison blanche 2020-2021. Donc on nous dit que, bah, la seule façon que ce soit plus une année blanche, bah, pour cette année, c'est que, bah, il y ait le pass sanitaire. Donc après merci beaucoup. Après les boîtes de nuit, donc les stations de ski, voilà, donc un pass montagne. Donc le pass sanitaire a fait la preuve de son efficacité apparemment, parce que cela permet de pratiquer des activités en toute sécurité sanitaire. Je vois pas comment ils peuvent écrire cette phrase, puisqu'on l'a vu, revu, revu, revu et revu, bah, des contaminations, il y en a, passe sanitaire ou pas. C'est très important car il y a une demande du public, de réassurance sanitaire et puis il a démontré qu'il pouvait aussi se combiner avec un bon maintien du chiffre d'affaires. Voilà, donc on prend ce que nous dit le ministre, Bruno Le Maire, pour argent comptant, c'est-à-dire qu'il nous dit que c'est très bon, le pass sanitaire est très bon pour l'économie et du coup, bah, les journalistes qui reprennent en cœur, que c'est bon pour l'économie, ça se passe bien. Heu, Pourquoi on l'a pas fait plus tôt, finalement? Si c'est aussi bon pour l'économie, c'est quand même étrange qu'on l'ait pas mis en place un peu plus tôt. Pour la grippe ou pour, autre chose. Quoi d'autre sur le pass sanitaire? Donc, ah oui, il y a cette info, je voulais juste la mettre après, voilà. Un projet de loi donc pour prolonger le pass sanitaire sera présenté le 13 octobre, donc le Premier ministre Jean Castex travaille sur un projet de loi afin de le prolonger, donc ce pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Ah c'est très, 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 très surprenant. On tombe un peu des nues, on s'y attendait absolument pas, on avait misé la date du 15 et après c'était terminé. Non, bien sûr que non, on le savait, donc il sera présenté le 13 octobre en conseil des ministres, avant d'être examiné par les députés et les sénateurs. Voilà, donc là, il y a toujours les phrases qui nous font penser qu'on est en démocratie, hein. Ça va passer devant les députés, les sénateurs. Les députés, les sénateurs, depuis le début du Covid, ils dès qu'on leur demande de voter, ils votent, ils lèvent la main et puis c'est bon. Heu, donc c'est assez triste. En tout cas, voilà, donc passe sanitaire, on sent que ça va être prolongé. Alors ils ont parlé aussi, j'aurais pu vous le mettre, ils ont parlé aussi d'un possible allègement du pass sanitaire en fonction des régions, mais je vois même pas comment ils pourraient tenir ça en termes de encore une fois, en termes sanitaires. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que, je sais pas, vous rentrez en Alsace, il y a le pass sanitaire, vous allez, dans une autre région, il y a pas le pass sanitaire, ça va agglutiner les gens, dans une même région puisque certaines régions ne demanderont pas le pass. Ça voilà, ça n'a rien de sanitaire, donc vraiment, voilà, je le verrais plus en termes de prolongation. On verra ce qu'ils font là-dessus. Mais bon, on a quand même pas mal de communication sur, voilà, je pense pas qu'ils se feraient chier à faire un projet de loi pour prolonger le pass sanitaire si finalement, ils devaient l'abandonner entre-temps. Donc à mon avis, ça risque de se prolonger. Alors sinon, on a un membre du conseil scientifique qui accuse d'avance les non vaccinés de provoquer la prochaine vague. Encore une fois, ce genre de personnes, on sait pas d'où ils sortent leur information, mais voilà, ils les ont avant tout le monde. Donc si, voilà, la prochaine vague sera à cause de nous. Alors, la 4e vague, personnellement, on l'a pas vue. Enfin, moi, je l'ai pas vue. On a regardé à chaque live, on a regardé les chiffres du Covid, la mortalité en France, il y a pas de 4e vague en termes de mortalité. Mais si on a une nouvelle, bah, ce sera Bibi, ce sera à cause de nous, à cause des non vaccinés. Donc c'est Arnaud Fontanet qui nous dit ça, donc membre du conseil scientifique, hein. Bien que tous les indicateurs épidémiques s'améliorent de façon indéniable dans l'Hexagone, Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, avertit que les Français doivent être prêts à un redémarrage de l'épidémie. Voilà, c'est magique. Je crois que c'est Florian Philippot qui écrivait ça.
Ce qui est magique avec le Covid, c'est que quand ça va mal, ça va très mal, et quand ça va bien, c'est que ça va aller mal. C'est-à-dire que c'est jamais bien, on peut jamais se réjouir, on peut jamais rouvrir, on peut jamais enlever les restrictions, puisque même quand ça va bien, on nous dit que ça va aller mal dans très peu de temps. Donc on n'en sort pas, quoi. Ça fait 2 ans, et puis on n'en sort toujours pas. Bonsoir Philippe. Donc c'est assez hallucinant. Selon l'épidémiologiste, les zones où l'on supprime son utilisation doivent avoir à l'esprit qu'il peut être réinstauré aussi vite qu'il a été enlevé. Ah merde. Donc en fait, le pass sanitaire, je pense que maintenant, ça doit choquer pas mal de monde. Je pense que ça doit ça doit leur sauter aux yeux. En fait, peut-être qu'ils vont le supprimer à certains endroits dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas. Mais en tout cas, sachez que même s'il est supprimé, il sera remis quand ils en auront besoin. Voilà. Donc maintenant qu'on est rentré maintenant qu'on a mis le pied, hein, c'est comme un vendeur au porte-à-porte. Là, il a mis le pied chez nous. Bah maintenant, il partira pas, quoi. Il pourra le renlever le pied, mais il pourra le remettre quand il veut, en fait. C'est hallucinant. Et puis bon, je pense que les prochaines fois, il remettra le pied, bah il y aura quelque chose de plus. On va le voir tout à l'heure d'ailleurs avec le QR code, etc. À la moindre alerte, donc, il faudra serrer la vis et le plus tôt possible. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Voilà, c'est ce que je vous disais. On ne sera jamais tiré d'affaire avec ces bus-là. Donc d'abord parce que les conditions climatiques s'y prêteront, mais aussi parce qu'il y reste un réservoir de non-vaccinés assez nombreux pour occasionner une poussée épidémique et mettre en tension l'hôpital. Alors en quoi des personnes vaccinées ne peuvent pas participer à la poussée épidémique, puisque on le sait actuellement, beaucoup de scientifiques l'ont admis, c'est maintenant admis un peu partout. On a pratiquement autant de chances d'attraper le Covid si on est vacciné ou si on l'est pas. C'est les statistiques. Et puis, on a très bien vu que la formule magique du vacciné, pas forme grave, était une formule illusoire, puisque on a beaucoup de personnes qui vont à l'hôpital avec des formes graves, il y en a encore qui décèdent avec des doubles doses. Donc pourquoi est-ce que ce serait que de la faute des non-vaccinés? Et puis surtout pas du gouvernement, surtout pas du gouvernement qui supprime voilà, qui suspend des personnels de santé. Je vous ai montré un article la semaine dernière, un article qui était une étude qui était magique, qui nous disait que si on rouvrait des lits, si on recrutait plus de personnel de santé, on tendait à limiter le nombre de morts durant les pandémies, ce qui est juste le bon sens même. Hein, on n'a pas besoin d'études pour ça, je pense, pour le savoir. Mais en tout cas, il y a une étude qui est sortie pour nous le dire. Euh, Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la réflexion inverse, c'est-à-dire pourquoi est-ce que là, comme Olivier Véran décide de suspendre 3000 personnels de santé non vaccinés, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en titre que ça va créer des morts, en fait, que Olivier Véran va créer des morts du fait de suspendre des personnels de santé en pleine pandémie? Voilà. Question intéressante à se poser, en tout cas. On en avait parlé, hein, des soignants, c'est pas, c'était la semaine dernière, il me semble, hein, que le gouvernement aurait deux possibilités, c'est ce que j'avais dit à l'époque, soit il recule sur le pass sanitaire, soit il décide de suspendre les personnels de santé. Donc bah, ils ont choisi de suspendre les personnels de santé. Comme on l'a dit, s'ils choisissent de suspendre les personnels de santé, c'est qu'ils avouent qu'on n'est pas dans une situation méga catastrophique. Il peut se permettre de supprimer 3000 personnels de santé comme ça pendant la super pandémie super grave. C'est juste hallucinant. J'ai encore perdu mes surlignages, là, super. Il nous dit quelques dizaines de démissions. À l'échelle nationale, franchement, ça paraît très très peu, monsieur Véran. Pareil, les 3000, on peut quand même aussi se questionner, puisque, alors on va le voir juste après, puisque dans certains endroits, ça commence déjà à être un peu la cata dans les hôpitaux. 3000 à l'échelle nationale, quand on commence à regarder par région, etc., ça fait quand même très peu. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop, et surtout les quelques dizaines de démissions. Voilà. Et puis surtout, il nous dit que, en fait, ça a eu aucun impact. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de problème, vu qu'il y a eu des personnes qui ont été suspendues dans les personnels de santé. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de report d'opération ou ce genre de choses. Donc pas de conséquences à ça. Donc voilà, il peut supprimer comme ça du jour au lendemain 3000 personnes, suspendre 3000 personnes, mais il n'y a pas de problème. Ça se passe toujours bien dans les hôpitaux, selon Monsieur Véran. C'est comme tous ceux qui vous disent qu'avec avec moins d'argent pour le service public, on fera aussi bien ou on fera mieux. Ça n'a aucune. C'est totalement faux en fait, tout simplement. Avec moins, on fait pas autant et on fait pas plus.
C'est complètement faux, mais à force de le répéter, bah, les gens y croient. Ils pensent qu'en faisant des petites coupes budgétaires, et puis en optimisant certaines choses, en enlevant un directeur par-ci, en faisant des fusions aussi là pour l'éducation nationale, en faisant des fusions d'écoles, tout ça, ça va économiser de l'argent et on va s'en sortir avec moins. Non, non. Si on fait avec moins, bah, on aura un résultat qui sera médiocre, d'accord? Ce sera de pire en pire. Donc en tout cas, il nous dit que lui, ça va. Donc ce gouvernement, mais les médias font vraiment plus leur travail, c'est juste hallucinant parce que on peut avoir le Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui nous dit qu'avec le pass sanitaire, tout va très bien. C'est-à-dire que il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires. On peut avoir Olivier Véran qui nous dit qu'avec moins de personnel de santé dans les hôpitaux, ça se passe aussi bien. Voilà, c'est mensonge sur mensonge, sans décryptage de la part des médias, donc c'est assez risible, quoi. On a l'habitude maintenant. Donc une section d'une vingtaine de pompiers strasbourgeois suspendus à cause de l'obligation vaccinale. Donc vidéo d'une violence inouïe, au prochain feu appelez Macron et Véran pour l'éteindre. Du coup, vous n'aurez plus qu'à compter vos morts. Voilà, donc mise en danger à la vie d'autrui, ça c'est clair. Donc ça c'est info de le libre penseur. D'ailleurs, j'y pense, vous pouvez aller voir hein, ces vidéos, il fait des très bonnes vidéos ici, le libre penseur. J'ai déjà été voir comme ça, je connaissais pas à l'époque, et ouais, il fait des bonnes vidéos aussi, pas mal embêté comme moi sur YouTube, mais il fait des belles vidéos. Alors sinon, on a 4e jour de grève de la faim, donc du professeur Thierry Pompier, et agent incendie au CHU de Nice. Donc il campe devant le CHU à Nice, puisqu'il a été suspendu à cause de l'obligation vaccinale. Pardon. Pour le soutenir ce soir, une aide-soignante suspendue, elle aussi, après 20 ans de service, donc qui vient camper avec lui. Voilà, de la solidarité, donc ici au CHU de Nice. Voilà, situation critique, voilà où on en est. Donc, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse déclenche le plan blanc dans ses établissements à cause du manque de soignants. Suite à l'instauration de l'obligation vaccinale, près de 170 salariés non vaccinés ont été suspendus. Donc on a Olivier Véran d'un côté qui nous dit bon, il y a eu des suspensions, mais ça n'a pas eu d'impact, tout se passe très bien. Mais maintenant, maintenant, dans les faits, ça nous dit autre chose. C'est-à-dire que là, à Mulhouse, ils sont en situation critique. Voilà, on vient de virer 170 salariés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Franchement, moi, j'en ai rien à faire que je rentre dans un hôpital que je me fasse soigner par des personnes vaccinées ou pas vaccinées. Les statistiques sont les mêmes, donc elles peuvent me le transmettre. Donc franchement, c'est juste n'importe quoi. Encore une fois, en pleine période, soi-disant de pandémie, de période très très grave, on se prive de personnel de qualité. Donc c'est juste fou, quoi. En fait, je développe pas parce que ça me paraît tellement logique, en fait. Allez, Marie-Estelle Dupont, qu'on foute la paix aux ados et aux enfants, qu'on leur enlève le masque. Donc Marie-Estelle Dupont, qui font encore un bon travail, cette psychologue qui passe pas mal sur les plateaux télé. Donc là, elle est passée sur CNews. Et alors, vous me dites si la vidéo marche ou marche pas. Si ça marche pas, je vais retenter autre chose. Vous me dites dans les commentaires. C'est parti. Ok, pas de son. Alors, je vais retenter un dernier petit truc pour vérifier si je peux pas. Je vais juste enlever ça une seconde. Hop, hop. Donc, toc, toc, toc. Ok. Et c'est parti. Alors là, normalement, s'il n'y a pas de son, là, je réponds de rien. C'est parti, je vous la remets. Vous me dites s'il y a du son, mais là, s'il y en a, on prend pas, parce que je fais tout comme d'habitude. Je préconise qu'on ne demande pas aux enfants de porter les parents et qu'on foute la paix aux ados et aux enfants. Exactement. Moi, on leur enlève le masque. Sur le vaccin, je ne suis pas experte, c'est pas mon sujet. C'est qu'on leur mette une telle pression qu'après leur avoir dit si tu sors de chez toi, tu vas tuer papy et mamie. On leur dit si t'es pas vacciné. Mais si on leur dit ça, mais on leur dit pas ça. Allez. Les enfants rois à qui on ne peut plus rien dire sans que ça provoque des drames. Mais c'est nous les adultes rois. On leur demande de porter nos peurs, on leur demande de porter nos problèmes.
C'est très intéressant ce que dit Marie-Estelle. Aujourd'hui, pour être un citoyen adapté, il faut être un ado régressé, ne sors pas de chez tes parents, ne montre pas ton visage. Mais vous avez vu l'explosion 6 fois plus d'admissions en pédopsychiatrie à Necker? C'est pas mes chiffres. L'année dernière, en septembre, j'ai fait hospitaliser, alors que je suis pas médecin, 6 fois plus d'ados que les autres années, depuis 15 ans. Mais vous n'avez pas d'enfants, vous savez pas ce que c'est, Jérôme. Vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas confronté à ça. Tout va bien au pays des lutins, après moi le déluge. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai des enfants. Oui, mais ils sont grands. Allez, Éric Zemmour, s'il vous plaît. Voilà, merci pour le son. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas le son, alors ça c'est très 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 étrange. En tout cas, la grosse majorité a le son. Merci à vous. Voilà, elle fait du bien, en fait elle dit des choses sensées. Elle a aussi le retour du nombre de personnes qu'elle voit. Vous voyez, 6 fois plus d'enfants. C'est juste fou, quoi. Au moins Pascal Praud est d'accord avec ça là-dessus. Mais voilà, c'est sûr que c'est des dégâts comme ça, on s'en rend pas compte. Enfin, je dirais, la majorité des gens ne s'en rendent pas compte. Nous, on s'en rend compte puisqu'on en parle pratiquement à chaque live, mais voilà. Mais qu'il y ait en plus des gens en face qui puissent répondre de ça, mais ils sont complètement fous, ces gens-là, quoi. Ils ont les statistiques, ils ont les statistiques comme quoi les enfants sont pas touchés par le Covid, ont pratiquement aucune chance de faire des formes graves, encore moins d'en mourir. On a les statistiques du mal-être des enfants avec le port du masque, avec le confinement, avec tout ça. Mais il y en a encore qui sont pas convaincus, quoi. C'est pas évident, hein. Ouais, elle a du courage en tout cas. Allez, présidentielle 2022, Macron accusé de faire campagne avec le chéquier de la France. Marseille, police, sécurité, agriculture, le président ne cesse de multiplier les promesses de dépenses. L'opposition pointe du doigt une campagne aux frais du contribuable. Oui. Je pense qu'on peut difficilement prendre sa défense. C'est clair que depuis quelques semaines, là, il commence à sortir le carnet de chèques, sauf que le carnet de chèques, c'est le nôtre, en fait. C'est nos impôts. Donc voilà, il sort le carnet de chèques et puis il va essayer maintenant de faire passer aux oubliettes tout ce qu'il a fait. Il va essayer de faire oublier la crise des gilets jaunes, la crise du carburant, toutes les mesures folles qu'il a prises avec le Covid, toutes les erreurs qu'ils ont faites, tous les mensonges qu'ils ont dit. Ça va coûter cher, Manu. C'est pour ça qu'il commence à sortir le chéquier dès maintenant jusqu'au présidentiel, ça va être long. Mais le problème, c'est que tout ça, en fait, voilà. Regardez, ils vous le disent à RTL. Mais cet argent, la France le possède-t-elle? Non, tout sera financé avec de l'endettement. Est-ce que vous avez été... Est-ce qu'encore une fois, on a été... Est-ce qu'il y a eu un référendum pour savoir qu'est-ce qu'on fait là avec tout cet argent? Est-ce qu'on s'endette encore plus? Ou on a déjà une bonne petite dette à cause du Covid? Ou est-ce que... Non, rien du tout. C'est Macron qui décide de dilapider et puis de lancer encore de l'endettement. Ça pose pas de problème. Voilà, pas d'argent magique. Non, clairement, il n'y a pas d'argent magique. C'est fou, quoi. Et surtout avec cette crise du Covid, je pense qu'on l'a pas mal répété dans nos lives, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas entendu. Il n'y a pas d'argent magique, en fait. Avant la crise, on nous disait qu'on pouvait pas donner plus d'argent aux hôpitaux, tout ça, parce qu'on n'avait pas d'argent. Et il y a eu la crise qui est arrivée, et là, d'un coup, on nous a sorti des milliards pour le chômage partiel, pour le confinement, pour les vaccins, tout ça. Et puis là, on continue, en fait. On continue. Macron qui a besoin de se racheter une image, donc voilà, il donne les déplacements gratuits en train pour les policiers, alors que personne ne l'avait demandé. Voilà, plein de choses comme ça. Hein. Je vais pas vous faire tout le listing de tout ce qu'il a, mais en tout cas, voilà, il sort le chèque. En tout cas, RTL est d'accord pour dire que ça va être à nous de payer. Mais ils disent quand même que voilà, tout le monde est en campagne, donc quelque part. Il peut balancer, quoi. Voilà, donc toujours se poser la question d'où sort l'argent et qui le paiera, et ce sera nous, et ce sera nos enfants, quoi. Donc ce sera à nos enfants de payer la campagne d'Emmanuel Macron de 2022. Je pense qu'on est plutôt content de l'apprendre. Et on va voir concernant la campagne, donc une petite vidéo que je voulais vous montrer, qui date un petit peu là d'un an, mais une vidéo intéressante qui parle de la présidentielle de 2022, et c'est Emmanuel Todd qui nous parle. Donc tout programme politique qui ne met pas la nation au centre et la sortie de l'euro comme priorité, c'est du vent. Je vous laisse avec cette petite vidéo, c'est parti. En France, je vais continuer cet exercice de dévoilement, je ne vais plus suivre du tout le plan qui a été prévu. Autre effet de l'euro,
qui est quand même au cœur de la problématique, c'est la sortie de la démocratie représentative. La réalité, c'est que l'euro, de par sa simple constitution, a éliminé l'existence de la démocratie représentative en France. Comme tu l'avais très bien dit au début, moi je ne suis pas du tout gaulliste de tradition, hein, mais tout programme politique qui ne met pas la nation au centre et la sortie de l'euro comme priorité, c'est du vent. Mais simplement, et c'est le paradoxe, ce que j'analyse dans le bouquin, en termes de mentalité, truc, la contestation de l'euro est un point zéro. Voilà. Si on sort de ce carcan européen, une histoire nationale redevient possible. C'est-à-dire qu'on a un destin, on peut faire des choses, on peut décider, vous voyez, on peut vivre en fait. C'est juste, tout ce que je dis, c'est que le rétablissement de l'indépendance nationale est la précondition nécessaire à toute action collective réelle et sérieuse. Et que sans ça, c'est du vent. Ça va comme ça ? Voilà. Voilà, donc Todd que j'apprécie pas non plus, hein, à la base. En tout cas, voilà, il nous dit que il faut sortir de l'euro et que tous les candidats qui se présentent actuellement pour la campagne 2022 et qui ne prônent ni la sortie de l'Union européenne ni la sortie de l'euro, c'est du bricolage, quoi, c'est du vent. Là-dessus, en tout cas, je suis d'accord avec lui. Allez, on continue. Didier Raoult qui restera donc à la tête de l'IHU de Marseille encore 1 an. Donc, petite chose importante à préciser, donc merci à François pour cet article. Il y a été décidé, donc lors de la réunion qui a eu lieu, c'était quand? C'était le 17 septembre. Donc, il a été décidé que Didier Raoult, officiellement retraité de la fonction publique hospitalière, resterait en poste encore à son poste de directeur pour 1 an. Son successeur devra prendre ses fonctions au plus tard le 30 septembre 2022. Donc ce n'est pourtant rien qu'une confirmation supplémentaire des compétences de Didier Raoult, dont les remplaçants potentiels ne sont pas en surnombre dans le secteur hospitalier français, et encore moins sur les plateaux de télévision. Hop, un petit clash au passage pour ceux qui sont sur les plateaux. Donc depuis l'annonce de la chasse aux sorcières lancée par le nouveau directeur général de la PHM, le professeur et son entourage affichaient leur sérénité quant à sa succession planifiée de longue date et glissaient qu'ils n'entendaient pas se laisser voler par des règlements de compte politico-médiatiques. Certains s'inquiétaient que cela puisse relever d'une certaine méthode Coué, mais ce nouvel épisode confirme que ces faits d'annonce n'ont pas le même poids que la réalité des choses. Voilà, donc il a quand même réussi à tenir son poste donc pendant 1 an supplémentaire avant donc de laisser sa place. Donc il sera là encore 1 an, malgré tous les détracteurs qui doivent être très tristes de cette nouvelle. En tout cas, voilà, c'est clair que ça montre que derrière, il n'y a personne pour reprendre le flambeau, quelqu'un d'aussi qualifié que lui, et ça c'est clair que pour retrouver quelqu'un d'aussi qualifié, ça va être compliqué. C'est le premier épidémiologiste mondial, hein, selon les recherches. Bonsoir. Je suis plutôt d'accord, Dominique. Ouais. Allez, un ancien ambassadeur revient sur l'affaire des sous-marins. Donc je crois qu'il y avait quelqu'un qui a fait un petit jeu de mots tout à l'heure avec les sous-marins. J'ai pas vu passer sous-marin, mais j'ai pas eu le temps de le lire. On va couler comme les sous-marins. Voilà. Un ancien ambassadeur revient sur l'affaire des sous-marins. C'est un rappel à une dure réalité. La France ne pèse pas lourd. Voilà, donc c'est juste un petit bilan de ce qui s'est passé donc par rapport à l'affaire des sous-marins. C'est une petite claque qu'on prend en France, mais c'est vrai qu'il nous rappelle, hein, donc c'est l'ancien ambassadeur de France, donc Didier Destremaux, qui revient ce 18 septembre sur l'annulation par l'Australie d'une commande auprès de Naval Group, portant sur 12 sous-marins à propulsion conventionnelle au profit d'un partenariat industriel avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette décision est pour notre invité un rappel aux dures réalités. La France, en tant que membre de l'Union européenne, ne pèse pas lourd, en particulier dans la zone Pacifique. Il reproche cependant au service de renseignement de ne pas avoir été alerté au préalable de l'annulation de ce contrat à 56 milliards d'euros. Voilà, actuellement, on ne pèse pas lourd. La parole politique française n'a plus grand impact. Lorsque Emmanuel Macron prend la parole et parle de ce qui se passe à l'étranger, il n'y a plus aucun poids, il n'est plus écouté, on se fout de sa gueule très clairement parce que il n'y a plus de respect, c'est-à-dire qu'il a
depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a craché sur énormément de personnes, énormément de personnalités politiques, de gouvernants, donc maintenant il l'écoute même plus. Et puis si en plus maintenant ils peuvent lui remettre des coups de couteau dans le dos, je pense que ils y vont de manière un peu plus violente, quoi. Mais voilà, c'est juste que c'est un dur appel, c'est dur à entendre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une période de déclin à la fois économique, mais aussi politique et sur la scène internationale. Et voilà, je suis d'avis que, comme le disaient les intervenants tout à l'heure, qu'il faut sortir de l'Union européenne, reprendre notre souveraineté. Et si ça, on le fait pas, on va continuer d'être la risée un peu là de. Alors qu'on devrait être une des figures importantes, hein. La France, elle a toujours eu un poids médiatique, politique. Démesurée, elle a toujours eu une grande importance dans tous ces derniers siècles. Et on doit retrouver cette place, et je pense qu'on la retrouvera, mais il faudra faire des efforts pour ça, il faudra sortir de certaines choses avant. Allez. Alors je voulais revenir sur Zemmour, parce que j'avais oublié d'en parler dans le live précédent. Donc c'est pour ça que j'ai rechangé mon titre, hein. Normalement c'est Piège Zemmour, et pas juste Zemmour, parce qu'il y en a qui savaient pas trop sur quel pied danser, est-ce que j'étais fan de Zemmour ou pas? Non, pas du tout. Je vois donc que beaucoup de personnes, je reviens sur un tweet que j'avais mis, donc que beaucoup de personnes semblent tomber dans le piège Zemmour. Donc, en fait, j'avais envie de poser des questions aux gens, parce que, en fait, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de soldats, enfin pas de soldats numériques, mais beaucoup de personnes qui se battent contre le Covid, ou qui se battent contre beaucoup de thèmes sur Twitter, mais qui, bizarrement, tombent dans le piège de Zemmour assez facilement. Merci, en tête. Et du coup, en fait, j'ai juste pas envie de revivre la campagne présidentielle de 2017, où on nous vend un candidat adoré par le système, comme Macron la dernière fois, en nous vantant plein de choses, en nous disant qu'avec lui, ça sera mieux, etc. Puis qu'on ait encore une grosse désillusion. J'ai pas envie qu'on reperde encore 5 ans. Donc si on peut essayer de convaincre un peu avant, on va essayer. Je suis pas du tout là pour faire la propagande inverse des médias, c'est-à-dire de vous dire pour qui voter. Absolument pas. Moi, je donne mon avis, c'est tout. Après, chacun fait comme il veut. Et surtout, là, je pose juste des questions. Parce que sur le sujet de Zemmour, moi, ça commençait à m'énerver. Donc, au début du tweet, je commençais à mettre plein de choses. Puis je me suis dit, non, ça va choquer. Du coup, je me suis dit, allez, je vais poser des questions. Je vais faire comme Q. Je vais faire de la même méthode. Du coup, j'ai posé des questions. Donc, question 1. A-t-il déjà évoqué l'idée d'une sortie de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN? Non. Et là, récemment, aujourd'hui, je crois qu'il est passé sur CNews, et il a confirmé qu'il ne voulait pas sortir de l'euro. Il a dit que c'était une erreur d'y être rentré, mais que maintenant qu'on y était, il fallait y rester, quoi. C'est plutôt logique comme raisonnement. Sinon, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas sortir de l'Europe? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas sortir de l'euro? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas sortir de l'OTAN? Question numéro 2, donc lui, son fonds de commerce, on le sait, hein, c'est surtout le communautarisme, et il nous dit qu'il veut interdire les prénoms non français. Alors moi, je pose juste une question. À une époque où la société française est des plus divisées, et pour cause, les médias, les politiques s'en chargent très très bien à l'heure actuelle avec vaccinés, non vaccinés, à une époque où on est de plus en plus divisé, je veux dire, je pense que on était déjà beaucoup divisé avant la crise du Covid, mais maintenant, ça a pris des proportions complètement folles. Moi, je le vois même, voilà, chacun au niveau de nos familles, on commence à se diviser. Enfin, ça devient fou, hein, ce qui se passe maintenant. L'État est rentré dans la sphère familiale. Est-ce que c'est la meilleure mesure à prendre, donc d'interdire des prénoms non français? Est-ce qu'il cherche l'unité nationale? Parce que là, actuellement, pour moi, il n'y a pas de. Je veux dire, aujourd'hui, il faut déjà, en premier, c'est remettre de l'unité nationale. Arrêter de diviser les gens, essayer de faire corps, de ressouder et de recréer la France. La France, elle est comme à l'époque de De Gaulle, elle est en déclin, elle est pratiquement en perte d'identité complète. Si on commence à se montrer les uns les autres, du doigt les uns les autres, ça va créer autre chose, en fait. Donc là, on nous propose, aujourd'hui, on est avec Macron, avec la division par vaccinés, non vaccinés, et on nous propose Zemmour, donc la division entre donc les personnes qui auront des prénoms français et des personnes qui auront des prénoms non français. Voilà, donc est-ce que c'est ce qu'il faut actuellement? Je ne pense pas. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il il l'a déjà très très bien illustré? Quelqu'un parlait d'Asselineau tout à l'heure, j'avais regardé une vidéo, ça date de quelques années. C'était Asselineau versus Zemmour là, sur CNews, et ils étaient très d'accord sur une chose, c'est que Zemmour, le premier problème pour Zemmour en France, c'est l'immigration.
Je suis d'accord qu'il y a des problèmes avec l'immigration, qu'il faudrait peut-être limiter, etc. Mais c'est pas le numéro un. Le numéro un, c'est qu'on n'est pas souverain. On n'est plus un peuple souverain, notamment à cause de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN, de ces organisations-là. Donc lui, son cheval, c'est ça. Est-il vraiment censuré par les médias? Parce que alors ça, on y a eu droit là. On a eu droit à un bashing là. On n'avait que ça. Sur tous les réseaux sociaux, sur tout ça, on nous disait Zemmour censuré par le CSA, etc. Ça fait rigoler. Ça fait rigoler. Tapez juste sur Internet Zemmour, vous avez tout, quoi. Vous avez tout ce qu'il peut dire, vous l'avez. À aucun moment, ce personnage est censuré. On veut nous montrer l'image d'une personne un peu censurée parce qu'ils savent qu'il y a quand même pas mal de gens réveillés, donc ils essayent d'avoir les gens comme ça. C'est quand même fou, quoi. Oui, merci Sébastien. Ouais, je pense la même chose. On est déjà extrêmement fracturé. Si on fracture encore plus, on part vers la guerre civile ou ce genre de choses, quoi, sans vouloir être pessimiste. Mais je veux dire, on est déjà très très bas en termes d'unité nationale. Si on va encore plus bas, faut pas descendre trop bas non plus, quoi. Donc voilà. Donc est-ce que ce personnage-là est vraiment censuré? Et question très importante, n'a-t-il pas eu plus de temps de parole dans les médias que n'importe quel autre potentiel candidat à la présidentielle? Parce que pour moi, actuellement, j'ai pas regardé les statistiques, mais de ce que j'ai vu, Zemmour est passé beaucoup plus de fois que n'importe quel autre potentiel candidat à l'élection présidentielle. Quelqu'un parlait d'Asselineau tout à l'heure. Asselineau, il est censuré par les médias. Lui, il passe pas une fois sur les médias. Mais par contre, Zemmour est censuré, alors qu'il est sur CNews. Voilà. Donc, qui était le dernier chouchou des médias en 2017 ? Je pense que vous avez la question, vous avez la réponse, pardon. Vous avez la réponse. Qui était le dernier chouchou des médias en 2017 ? Donc celui qui a eu le plus de une des journaux, celui qui a eu le plus de temps de parole, c'est Monsieur Macron. Et puis qui maintenant est-ce qu'on veut, à qui est-ce qu'on fait la place ? Monsieur Zemmour. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on nous le met abondamment sur le devant de la scène, pardon ? Question intéressante. Surtout, en fait, je sais même pas comment des personnes qui font beaucoup de recherches tombent dans le piège Zemmour, parce qu'il y a juste une chose qu'il faudrait se dire, c'est pourquoi est-ce qu'il passe sur toutes les chaînes d'infos, pourquoi est-ce qu'on relaie autant son image, et le mec, il a même pas annoncé être candidat, on le met déjà candidat à l'élection présidentielle, on le met même peut-être déjà président, il a encore rien dit, le gars. Il a rien dit, et le mec, il est pratiquement déjà président. Si on déroule le tapis rouge comme ça pour un homme politique, c'est clairement qu'il va rien changer aux choses actuelles, aux choses importantes. Et justement, on l'a vu, hein, il veut pas sortir de l'euro, de l'Europe, de l'OTAN. Donc il pose pas les questions importantes. Et il veut diviser la population française. En tout cas, c'est mon point de vue. Ceux qui veulent voter Zemmour, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que si je peux convaincre certaines personnes, ce serait bien, parce que pas trop envie de refaire la même chose qu'avec Emmanuel Macron. Allez, petite image drôle. Je suis pas affilié à l'UPR, hein, je précise, ni à Florian Philippot. Hein. Mais petite image que j'ai vue passer là, de l'UPR, ce qui était assez drôle, pour détendre un peu l'atmosphère, donc sans commentaire. Donc la censure des médias ne me fera pas taire, donc ça c'est Éric Zemmour avec tous les médias qui l'écoutent. Et puis à côté, vous avez Asselineau qui est dépité, avec 0 micro devant lui, parce que lui, il n'y a aucun média qui l'écoute. Donc alors qu'il est déjà... Enfin, je sais pas s'il a annoncé être candidat, mais bon, on sait très bien qu'il va être candidat aussi. Donc voilà. Donc là, vous avez l'image de ce que les médias font actuellement, quoi. Voilà. On est en train de créer un personnage comme on a créé Emmanuel Macron la dernière fois. Voilà, petite image drôle pour détendre un peu l'atmosphère. Allez, derrière la collecte de fonds pour Éric Zemmour, des profils plus proches de la Startup Nation. Vous voyez qu'il y a des petits points communs avec Emmanuel Macron, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? En fait, il y a une petite recherche qui a été menée, et en fait, on se rend compte que parmi les donateurs, parmi ceux qui financent sa campagne, on a des banquiers d'affaires, des gérants de start-up, et surtout, on a un personnage qui est un peu présenté comme le monsieur finance de la campagne de Zemmour, la potentielle campagne de Zemmour. Enfin, qui a déjà commencé, hein. Je veux dire, faut pas se raconter d'histoire. Pour le moment, il dit je sais pas si je suis candidat, ça lui permet de passer sur tous les plateaux télé, de pas lui décompter son temps de parole vu qu'il est pas candidat, enfin il est pas officiellement candidat. Donc c'est plutôt efficace pour lui. Donc c'est Julien Madar qui se clash derrière, donc c'est l'homme clé qui nous est présenté, hein. Et donc c'est un ancien banquier d'affaires de chez Rothschild. Et donc, au niveau
Niveau coïncidence avec Emmanuel Macron, il y a pas mal de choses qui sont assez troublantes. Après cela, donc, ce monsieur, hein, il a créé une association d'investisseurs avec un ami, également banquier chez Rothschild, avant de rejoindre Check My Guest. Donc, je précise que le dernier banquier de chez Rothschild qu'on a eu, c'est Emmanuel Macron. Donc, pas trop envie d'avoir les mêmes loustiques qui arrivent, quoi. Un jeune pousse donc qui l'avait aidé donc il y a quelques années en levant 7 milliards d'euros de fonds. Start-up, banque d'affaires, levée de fonds, jeunesse, ce profil rappelle certains des lieutenants qui ont entouré Emmanuel Macron lors de la campagne de 2017. Oui, c'est même pas moi qui le dis, c'est France TV Info. Donc un proche du potentiel candidat à la présidentielle nous le confirme, c'est Julien Madar qui s'occupe de la partie finance. Voilà. Donc, je pense qu'on est OK. Je pense que ça suffit comme information, c'est déjà pas mal. Puis on termine, donc Zemmour démasqué, donc là c'est l'article, un peu près le même article, mais du courrier du soir. Donc une enquête révèle que sa campagne est gérée par des puissants banquiers de Rothschild. Voilà. Et donc il relaie un petit peu l'information de France Info qu'on vient de voir. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? Voilà, donc ça a été pas mal. Alors il y en a qui l'ont défendu, il y en a les fans de Zemmour ont dit que c'était une campagne, encore une fois, anti-Zemmour, parce qu'ils voulaient pas que les médias, ils voulaient pas qu'il passe, et que les médias faisaient tout pour pas qu'il passe. Il y a eu 1 ou 2 articles sur l'origine des fonds pour sa campagne, je sais pas combien il y en a eu sur le reste, pour Zemmour. En tout cas, voilà, il y en a pas mal qui se sont moqués, par contre. Donc Hubert qui nous dit douce ironie d'un candidat anti-système dont les finances sont gérées d'anciens banquiers d'affaires chez Rothschild. De toute façon, on nous l'a vendu, je sais pas combien de fois, hein. À chaque fois on nous a dit, vous allez voir ce candidat, il est anti-système. On nous avait dit Hollande, il est anti-banque, anti-système, etc. On a vu. Hein. Macron, pareil. Bon, voilà. Donc Zemmour est financé par des gars de chez Rothschild, tout comme Macron à l'époque. Franchement, ceux qui voient en Zemmour le changement, réveillez-vous. Donc ça, c'est justice pour Steve. Le candidat qui se présente anti-système, mais dont les financements viennent de Rothschild et JP Morgan. Voilà, donc il y a eu pas mal de personnes qui ont rigolé par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a de quoi quand même. Allez, l'édito de Guillaume Bigot. Et donc, regardez ce personnage qui est censuré par tous les médias, et bien en fait, il a le droit à son édito. Donc, il y a quelqu'un qui vient et puis qui dit que Éric Zemmour, et si c'était lui. Voilà, donc, il a même pas besoin de faire campagne. Il y a des éditorialistes qui viennent sur les plateaux télé et qui font campagne pour lui. Donc, c'est plutôt facile, hein, cette campagne d'Éric Zemmour. Je sens que ça va être... Ça va être comme sur des roulettes, comme Emmanuel Macron, avec des unes de journaux, des éditorialistes qui vont le présenter comme le sauveur. Voilà. Donc je vous le mets pas parce que voilà, pendant 4 minutes, il l'encense comme pas possible en nous montrant que c'est Éric Zemmour le prochain et qu'il va tout changer. Voilà. Donc tout ça devrait nous aider à savoir que tout ça c'est un petit peu ambigu. Allez, BFM TV, intention de vote au premier tour de la présidentielle. Donc Zemmour qui s'est toujours pas présenté, hein, mais qui a déjà droit à ses intentions de vote, qui est à 11% d'intention de vote, qui serait à égalité donc avec Mélenchon, juste derrière Bertrand. Et quelles conséquences ça a? C'est qu'en fait, Monsieur Zemmour a tapé dans le socle de Marine Le Pen. Je suis pas du tout un grand fan de Marine Le Pen, hein. Bien sûr, vous me connaissez. En tout cas, même si j'ai pas envie que ce soit Marine Le Pen présidente, en tout cas, là, on part vers un scénario où c'est plutôt Macron président, puisque intention de vote, donc 23% pour Macron, 18% pour Le Pen, puisque Le Pen a perdu, vu que Zemmour lui a tapé un peu dedans. Donc voilà l'effet que ça a. À qui ça profite? À qui profite le crime, hein, cette phrase super complotiste là qu'il faut pas dire, on le verra tout à l'heure. À qui profite le crime? Le crime profite à Emmanuel Macron, puisque alors jusque-là, il était au coude à coude avec Marine Le Pen, et puis là, maintenant, il est seul en tête. Voilà, 23% pour Emmanuel Macron. Je sais même pas comment ils peuvent mettre 23%. C'est complètement fou. Le mec, il a eu pendant 1 an et demi des manifestations tous les samedis. Il a depuis des semaines et des semaines des manifestations tous les samedis désormais contre le pass sanitaire et ses prises de position pour le Covid. Je pourrais même pas faire la liste de tout ce qu'il a fait parce que malheureusement on oublie, on passe de scandale en scandale, donc on oublie, mais voilà. Donc Zemmour encensé par les médias, 2 déjà propulsé avec les intentions de vote, 3 qui fait le jeu d'Emmanuel Macron puisque il vient taper donc dans le seul adversaire qui pouvait peut-être le battre, même si je dis pas que Marine Le Pen aurait changé les choses, bien sûr que non. Mais en tout cas, vous voyez que là, pour Macron, c'est du pain béni. Je pense qu'il doit le remercier de le remercier d'arriver comme ça. En tout cas, il n'a pas encore présenté ça. Il n'a pas encore dit qu'il était qu'il allait se présenter, mais en tout cas, ça va pas tarder. Ça
va pas tarder, je pense. Donc voilà. Je pense qu'on a fini pour Zemmour. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je pense que ça suffit pour se forger sa propre opinion. Allez, fuite du pass sanitaire d'Emmanuel Macron. Donc après la fuite du pass sanitaire de Jean Castex, il y a eu celle d'Emmanuel Macron. Et là, j'ai attendu 1 ou 2 jours avant de me prononcer parce que je savais pas ce que ça voulait dire, ces informations-là. Je me suis dit, mais d'un côté, c'est un peu bizarre. D'un côté, c'est quand même fou que ça puisse sortir. Et puis bah là, en fait, avec cet article de France Info, vous comprenez exactement pourquoi ces informations sortent. Pourquoi est-ce qu'on nous met en avant cette fuite du pass sanitaire de Jean Castex et d'Emmanuel Macron, donc les 2 personnages les plus importants. Eh bien, en fait, vous avez un avocat qui dénonce, donc spécialiste en droit des données personnelles, Alain Banzoussan, donc qui s'interroge. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il y a un vrai danger, parce que chacun peut avoir son intimité qui est violée. Alors déjà, je tiens à rappeler, on en avait parlé les semaines d'avant, que le QR code et tout, on nous l'avait vendu en termes de sécurité. On nous avait dit que ça sera plus sécuritaire, que ça sera mieux, que voilà, c'est toujours l'utopie du tout numérique, ça sera plus sécuritaire que de pas aller vers le numérique, donc avec le QR code, les puces, etc. C'est en lien avec la carte d'identité française. Hein. Et donc, voilà. Maintenant, ils nous disent qu'il y a un vrai danger avec ces QR codes, avec ces passes sanitaires. Et il pose une question. Est-ce qu'il ne faut pas mettre le niveau de sécurité encore plus haut et peut-être même un niveau de sanction pénale plus élevé ? Voilà. En fait, vous avez votre réponse de pourquoi est-ce que ces informations sortent et pourquoi est-ce qu'on nous balance ça là devant nous. Bon, pour déjà nous faire croire qu'Emmanuel Macron se balade avec un pass sanitaire pour aller dans des restos. Vu les dernières informations qui sont sorties, comme quoi il serait pas fait vacciner, je sais plus c'est quoi, en mars-avril, mais plutôt en juillet, juste quand il y a eu besoin en fait, et qu'il a instauré le pass sanitaire. S'il a menti, si on a pu nous faire mentir pendant plusieurs mois qu'il était vacciné alors qu'il n'était pas, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il n'est pas vacciné actuellement ? On n'en sait rien. Vous vous rendez compte que de avril ou de mars, je sais plus c'était quand, mars-avril jusqu'à même juillet, on pensait qu'Emmanuel Macron était vacciné. En fait, il l'était pas. Il l'était pas, et pendant tout ce temps, ça coulait de source, quoi. Jusqu'au moment où ils ont dit, allez, on va peut-être le sortir quand même. Et donc, fuite du pass sanitaire donc d'Emmanuel Macron. Donc, pour nous faire penser qu'il se balade avec un pass sanitaire et qu'il est bien vacciné. Et deux, pour aller plus loin. Parce que comme on l'a dit, le Covid, c'est pas juste une petite picouse par-ci, un petit QR code, un petit pass sanitaire. Non, c'est la société chinoise. Donc la société chinoise, il faut aller encore un peu plus loin. Le QR code, c'est bien, on avance, mais c'est encore pas au bout. Donc il va falloir aller plus loin. Là, si on va jusqu'à la société chinoise, c'est absolument pas du complotisme, on l'a vu la semaine dernière. C'est un média mainstream qui l'évoquait, c'était Le Point, qui nous disait que pour les enfants, donc en Chine, à l'école, ils ont une puce électronique qui est mise dans le col, puisqu'ils ont tous des uniformes en Chine, et donc dans le col, puce électronique, pour savoir ce qu'ils font, pour savoir où est-ce qu'ils vont, à qui ils parlent, qu'est-ce qu'ils font. En plus, c'est pratique, ils peuvent appeler leurs parents. Voilà. On lui donne toujours des avantages, quand même. Et donc, là, le QR code, là, on est en train de nous dire, QR code, c'est pas assez sécuritaire, du coup, il va falloir aller plus loin. Et qu'est-ce qui va être plus loin ? Alors, on peut imaginer les puces, on peut imaginer d'autres systèmes. Moi, je suis pas expert en la matière. Je pense qu'une puce, ça fait peut-être un peu trop vite, il y aura peut-être quelque chose entre, mais en tout cas, si on va vers la société chinoise, comme très clairement, on y va de plus en plus, je pense qu'on tendra vers ces puces et qu'on lancera le débat dans très peu de temps. Il y aura peut-être quelque chose entre les deux pour faire passer un peu plus la pilule, faire passer le vaccin, quoi, voilà. Donc ça, c'est bon par rapport à la fuite du pass sanitaire, je pense qu'on est d'accord là-dessus, que c'était clairement une opération de communication pour les 2 points que j'ai évoqués. Allez, arrestation musclée du docteur Théron, ou Théron, je sais pas, pour avoir soigné du Covid. Donc, vouloir sauver les malades, ce n'est pas donc dans les plans de l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai vu la vidéo qui est assez choquante, en fait. Il est traîné comme pas possible par les policiers, il n'y a même plus de respect, Et ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a soigné des gens à l'hydroxychloroquine. En plus, il a eu des super résultats. Je crois que c'est les 60 derniers patients qu'il a eu, il les a soignés à l'hydroxychloroquine, il n'y a eu aucun problème. Donc ces personnes-là, on les arrête, on les traîne le bactère, on les met
on les met à terre. Ils l'ont mis, mais c'est inhumain. J'ai même pas envie de vous montrer les images, c'est pour ça. Ils l'ont mis dans la camionnette. Ils l'ont mis comme un sac à patates. Je peux pas décrire ça autrement. Ils l'ont mis en long comme ça sur la banquette. Il a même fait un malaise suite à cette arrestation. Ouais, enfin, moi ça me dégoûte en fait de voir ça. C'est tellement triste. Donc ce docteur qui fait son travail. Et il y a son fils aussi qui a pris la parole. Il a dit que, je sais pas s'ils l'ont mis dans l'article là. Non. Son fils qui a pris la parole, il a dit mon père, il a le caractère qu'il a, il a des défauts qu'il a, mais s'il y a une chose qu'il a respectée, c'est le code de déontologie, soigner les malades. Et voilà. Et ça déplaît. Mais par contre, du Rivotril dans les EHPAD, ça va. Soigner par contre des personnes avec l'hydroxychloroquine, avoir des effets positifs et soigner des gens, ça par contre, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc c'est assez fou. Je pense qu'on prend une petite claque quand même quand on voit ça, on se rend compte de jusqu'où on en est là dans la dérive autoritaire dans notre pays. C'est l'inversion totale des valeurs. Voilà, c'est assez inhumain. Ouais, Maud, t'as vu aussi, ouais, c'est assez fou. Voilà, donc vous avez la petite vidéo ici, je vous la mets rapidement. La scène est filmée par des Voilà. La scène est filmée par des partisans du praticien. Ça va bien. Par des gendarmes, voilà. Le docteur Jean-Paul Théran tente de résister jusqu'à se laisser traîner par terre. Le bras est cassé. Arrêtez, vous nous faites mal. Arrêtez. Arrêtez de conneries là, oh. Postées sur les réseaux sociaux, les vidéos de l'arrestation seront partagées des milliers de fois et susciteront de vives réactions des internautes. Le temps était en bas avec les menants. Après, ils ont fermé la porte pour que nous, on ne voit pas. Après, nous, on a forcé, il faut enlever la porte pour les protéger. On lui a dit, hey, mais c'est calmez-vous. Faites comme un homme, on parle, hein. Il ne faut pas faire comme ça le travail. Présent lors de l'interpellation, le Tavana de Paea tente de calmer les esprits, mais se dit surpris de la manière dont le médecin référent du centre médicalisé communal a été emmené. Les conditions dans ouais, donc le maire qui se couche, il nous dit juste que l'arrestation aurait dû se faire un peu mieux. Ce qui est juste la moindre des choses, mais par contre il dit rien sur le fond. Est-ce qu'il est d'accord sur le fait qu'il soit embarqué juste parce qu'il a soigné des personnes? Non. Il nous dit rien. Merci Léo de détendre un peu l'atmosphère, ça fait du bien. Et ne pas tomber trop dans le négatif. Merci, voilà, il est fou aussi, il a essayé de soigner des gens. Voilà, c'est un fou. Voilà, merci. Allez, on enchaîne. Juste remettre ça. Ok, c'est parti. Allez, je ne peux pas appliquer la loi. Donc au CHU de Guadeloupe, 74% du personnel non médical n'est pas vacciné. Voilà, donc tout est une question de nombre et d'effet de groupe et de pression par rapport au gouvernement. En France, malheureusement, il y a eu 3000, si on en croit les chiffres, il y a eu 3000 grands courageux parce que c'est beau de leur dire ce qu'il faut faire, de leur dire qu'il faut aller au bout, de pas démissionner, d'attendre de se faire suspendre, mais on n'est pas à leur place. On n'est pas à leur place, ils ont tous des familles à nourrir, ils ont tous des préoccupations, peut-être des crédits, ce genre de choses. Et enfin, moi, je leur conseillais d'attendre jusqu'au bout, mais je ne veux absolument pas juger les personnes qui ont fait d'autres choix, parce que c'est très très difficile de faire ce choix-là. Loin de nous juger les autres, on ne sait pas ce que nous on aurait fait non plus. En tout cas, il y en a eu 3000, peut-être plus en tout cas, qui se sont battus, et malheureusement, s'il y en avait eu peut-être le double ou le triple, je pense que le gouvernement aurait fait comme ce qu'il a fait dans les dom-toms, c'est-à-dire de reculer et de repousser la date, essayer de refaire encore de la propagande et d'essayer de repousser. Mais là, je pense que il y avait d'une part pas assez de personnes, malheureusement, encore une fois sans jugement, mais il y avait pas assez de personnes en France, là, en métropole, pas assez de personnes qui ont fait le choix de
de ne pas se faire vacciner. Et puis, je pense que l'État, il leur fallait un gros chiffre en métropole pour reculer, puisque s'ils avaient reculé là-dessus, comme je l'ai dit la dernière fois, ils auraient eu du mal à ne pas reculer sur le pass sanitaire, ils auraient ouvert une porte, ça aurait donné encore plus de motivation à ceux qui manifestent contre le pass sanitaire. Donc, je pense qu'ils attendaient un gros chiffre pour reculer, et là, c'était pas un super gros chiffre pour eux, donc ils se sont permis de suspendre. En tout cas, gros courage à tous ceux qui se sont fait suspendre, ou à ceux qui ont cédé à la fin, ou ceux qui ont dû démissionner. Voilà. Bon, gros courage à eux, en tout cas. C'est vraiment pas évident. Hein. En tout cas, on sera peut-être les prochains. Donc. Allez, donc par contre, en Guadeloupe, c'est là-dessus que je voulais venir. Donc en Guadeloupe, 74 personnes du personnel non médical n'est pas vacciné. Là, par contre, c'est une autre histoire. Là, le gouvernement ne peut absolument pas mettre trop la pression. Vous inquiétez pas, j'ai juste la grippe, j'ai pas le Covid. Il peut pas mettre la pression autant que en métropole. Donc là, ils peuvent pas y aller de manière aussi hard. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le directeur qui ne peut pas appliquer la loi. Voilà, donc il dit, je prends sur moi cette responsabilité de faire tourner l'hôpital malgré la loi. Donc, il va faire travailler les personnes. Il va faire travailler donc les personnes qui ne sont pas vaccinées, mais qui sont au sein de l'hôpital, et puis ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. En tout cas, c'est malheureux, mais ce qui se passe dans l'outre-mer n'est pas assez médiatisé, ce qui fait que en France, on a tendance à voir les choses un petit peu trop de manière négative, et de se dire qu'en fait, il n'y a pas de solution, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est obligé de céder. Et en fait, la Guadeloupe, la Guyane sont des modèles actuellement. Hein, ils nous montrent le chemin. Ils nous montrent que si on est nombreux, en fait, ils sont cuits en fait, parce que voilà, ils peuvent pas virer 74% du personnel non médical. Ils peuvent virer 3000 soignants dans la métropole. Oui, par contre, 74% du personnel non médical, c'est pas possible. Voilà, donc c'est une question de chiffres, une question, voilà, c'est le gouvernement, il joue avec ça, il regarde les chiffres, il voit est-ce qu'il y a beaucoup de vaccinés, pas beaucoup de vaccinés, est-ce qu'il arrive à en faire en sorte qu'il reste plus qu'une petite minorité, et là il peut taper dessus. Merci à toi Pierre. Ou bien est-ce qu'ils sont trop nombreux et on doit céder. Voilà, et là en Guadeloupe c'est ce qui se passe, donc franchement chapeau à la Guadeloupe, en Guyane aussi. Guadeloupe aussi, donc les pompiers continuent de la pression, 78% des pompiers ne sont pas du tout vaccinés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Là, c'est clairement impossible, ils sont obligés de céder là-dessus. C'est une question de chiffres. Voilà, c'est une question de chiffres. Malheureusement, en métropole, on était moins nombreux à résister. Allez, on finit avec on finit la partie France avec cette petite photo. Donc, mon fils rentre du collège et me dit « Tiens, on nous a passé un magazine à lire, ça va t'amuser. » Et voilà le magazine en question. Comment reconnaît-on un complotiste ? Voilà, comment reconnaît-on un complotiste ? Vous voyez que les médias sont là pour diviser la population, puisqu'ils poussent à se méfier les uns des autres, à avoir peur les uns des autres, à identifier telle personne comme étant positive, telle personne comme étant négative. Donc les théories du complot, tu en as forcément entendu parler, mais sais-tu exactement ce dont il s'agit ? Et surtout, saurais-tu reconnaître un complotiste si tu en croisais un ? Ils sont nombreux et pas toujours ce que l'on pense. Vous vous rendez compte ? Ils sont nombreux et pas toujours ce que l'on pense. Pour devenir parano, il n'y a pas mieux comme phrase, donc merci aux médias pour ça. Et puis reconnaître un complotiste. Parce que c'est la base, il faut pouvoir reconnaître un complotiste. Si vous n'arrivez pas à reconnaître le complotiste, peut-être que le complotiste va être dangereux, peut-être qu'il va vous attaquer, le complotiste. Vous voyez, c'est comme un terroriste, quoi. Il faut savoir le reconnaître. Si on le reconnaît, on peut l'éviter, quoi. On se met sur le trottoir d'en face et on survit, quoi. Complètement taré, les mecs. Donc, qu'est-ce qu'une théorie du complot ? Donc, ils nous expliquent ce que c'est qu'une théorie du complot. À quoi reconnaît-on un complotiste ? Et ils nous ont donné un chiffre. Hein, on serait entre 10 et 15% de Français, donc qui seraient complotistes. Voilà. Bon, pour faire un petit parallèle avec l'histoire, on estime les résistants à moins de 10% de la population française, vraiment moins de 10%. Entre 1 et 10% de résistants à l'époque, même 10%, c'est vraiment la tranche très très haute. Hein. Vraiment plutôt bas, on serait plus vers les 1%, ce genre de choses. Et donc, 10 à 15% de Français qui seraient complotistes. Voilà, donc ils sont nombreux, il faut faire attention. Alors, ils nous donnent les 9 points. Donc, comment est-ce qu'on le reconnaît ? Donc, on ne peut pas discuter de façon rationnelle avec lui. Pardon ?
Pardon? Ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que là, actuellement, moi, je peux pas parler avec des personnes qui sont à fond dans le délire vaccin, passe sanitaire, je peux même pas leur parler. Je peux même pas donner des faits, je peux même pas dire ce qui se passe dans d'autres pays. Je peux pas discuter, c'est impossible de discuter. Donc, mais ça, c'est avec nous qu'on ne peut pas discuter de façon rationnelle. Voilà. Est-ce qu'on a des preuves de l'efficacité du pass sanitaire? Est-ce qu'on a des preuves de l'efficacité des confinements? Est-ce qu'on a des preuves de l'efficacité du masque? Combien d'études qui nous montrent que... Enfin voilà, bref. De toute façon, si tu n'es pas d'accord avec lui, c'est que tu fais partie du complot. Ah oui, ça c'est très, très caricatural. Donc, bien sûr que non. Bien sûr que non. On a le droit d'avoir des avis différents, et la personne d'en face, c'est juste elle est victime du système, elle fait pas partie du complot. Si c'était un peu renseigné, on pense que c'est plutôt une élite, donc très peu de personnes qui font partie du complot. Donc non, les personnes qui ne pensent pas comme nous ne sont pas des personnes qui font partie du complot. Mais bon, ça c'est clairement un raccourci. Il répond à côté des questions qu'on lui pose, jamais sur le fond. Voilà, donc apparemment il n'a aucun argument, aucun fait. C'est plutôt drôle quand on repart sur toutes les théories du complot et toutes les versions officielles qu'on nous a présentées. Faudrait remettre les choses à l'endroit. Il abuse de formules de type « c'est prouvé », la science le dit, on a effacé les preuves, et de chiffres farfelus, ou qu'il interprète à sa façon. Il n'y a pas des chiffres qui sont interprétés à leur façon de la part des médias ou des politiciens. On l'a vu la dernière fois, vous vous rappelez, avec le pass sanitaire entre Royaume-Uni, France, Royaume-Uni qui dit non, France qui dit non. On a eu un article qui nous montre avec les chiffres de vaccination. On a regardé les chiffres de vaccination sur Google. Hein. On est pareil, le Royaume-Uni est un tout petit peu au-dessus, de quelques pourcents, 4-5% au-dessus, en termes de nombre de vaccinés. Mais le Royaume-Uni a dit non. Et pour nous dire que c'est un peu bizarre, enfin pour nous rassurer, pour nous dire... c'est normal que le Royaume-Uni a dit non parce qu'ils sont beaucoup plus vaccinés que nous. Plutôt que de mettre les deux chiffres côte à côte et de nous montrer qu'en final on était au même nombre de vaccinés, c'est juste qu'ils ont fait un choix différent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interprété, ils ont modifié un petit peu les chiffres, c'est-à-dire que ils ont donné des chiffres sur une catégorie de personnes, c'est-à-dire non pas sur toute la frange de la population, où ils seraient arrivés aux chiffres qu'on connaît avec 60 et quelques %, mais plutôt aux chiffres au-dessus de 16 ans. Donc ils n'ont pas pris en dessous de 16 ans, ils ont pris au-dessus de 16 ans, ils sont arrivés à 80% de vaccinés. Au Royaume-Uni, du coup, vous voyez l'article, vous voyez 80% de vaccinés, vous vous dites, bah ouais, le Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus vaccinés que nous, donc c'est normal qu'ils disent non au pass sanitaire. Et en fait, non, en termes de vaccination, plus de 16 ans, en France, c'est pareil, en fait, on est pareil qu'eux. Donc c'est nous qui interprétons, apparemment. Il te dit que c'est à toi de prouver qu'il a tort, bref, voilà. À qui profite le crime? On n'a pas le droit de se poser cette question. Pour quelqu'un qui a étudié un tout petit peu l'histoire, à qui profite le crime? Honnêtement, ça nous a quand même bien servi, les historiens, ça les a quand même bien servi à se poser souvent cette question, à qui profite le crime? Les complots, il y en a eu de tout temps, il y en a eu un nombre incalculable, et à qui profite le crime, ça a souvent été intéressant quand même. Hein. Voilà. Bon allez, on passe à la suite parce que les autres points sont pas très intéressants. Les manifestations pour le 8e samedi consécutif ce soir à Tel Aviv en Israël contre le pass sanitaire. Donc bien sûr que c'est un combat mondial. Hein. Tous les pays du moins la plupart des pays occidentaux sont concernés. On a aussi, en Australie ça dégénère. En Australie ça dégénère complet. Là en même temps c'est vrai que eux c'est juste fou quoi. Il y a un cas Covid, ils confinent tout le monde. Ils doivent recevoir des SMS pour savoir est-ce qu'ils ont le droit de sortir ou pas sortir. Enfin, c'est complètement fou ce qui se passe là-bas. Donc là, ils commencent un peu à en avoir ras-le-bol. Je dis pas que la violence va servir, mais en tout cas, ils en ont ras-le-bol. Mais cette petite vidéo, si ça veut bien. Voilà, donc les barrages policiers qui sautent partout, en fait, à chaque manifestation, la police n'arrive plus à retenir les manifestations, les manifestants qui cassent les cordons. J'ai pas mis l'autre vidéo? Ah si, j'ai juste mis après, voilà. Voilà, ça casse, ça se balance de tout, c'est assez violent, ce qui se passe en Australie. Il y en a qui disent on est au bord de la guerre civile, je sais pas s'ils en sont à ce point-là, mais c'est vrai que c'est très très hard. Hein. Quand ça balance des pavés sur les voitures de police, vous voyez que c'est la panique, hein. La panique au niveau des forces de l'ordre là.
Là, il y a de la violence, il y a de la castagne, il y a des gens qui sont très énervés, en tout cas. Voilà, des gens qui sont très énervés. Je suis pas du tout là pour dire qu'il faut faire la même chose. Absolument pas, mais c'est vrai que, voilà, les gens commencent à en avoir ras-le-bol, mais c'est vrai qu'en même temps, ils encaissent, hein. Depuis le début, je pense que c'est vraiment les pires, quoi. Allez, on continue avec les Pays-Bas, pour vous montrer qu'on peut... Ah, il n'y a pas ma petite vidéo? Ah si, voilà, voilà. Juste pas dans l'ordre, en fait. Donc la petite vidéo, pour vous montrer qu'on peut aussi manifester dans le calme, et on peut aussi manifester en douceur et aussi en danse. Donc là, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est juste fou, leur manifestation, regardez. Voilà, donc eux, ils font deux choses en même temps, ils font soirée et manifestation en même temps. Pas trop de distanciation sociale non plus, là-bas. Allez, aux Pays-Bas, donc le pass sanitaire devient obligatoire pour utiliser les toilettes des bars. Donc, mais attendez, parce qu'en fait, si les clients des cafés néerlandais ne sont pas tenus de présenter un pass sanitaire lorsqu'ils prennent un verre ou dînent en terrasse, ils devront bientôt le faire pour se rendre aux toilettes. Voilà, donc vous pouvez boire votre verre en terrasse sans passe sanitaire. Par contre, si vous décidez d'aller aux toilettes, là, le virus est là et du coup, vous avez besoin d'un passe sanitaire pour aller aux toilettes. Voilà, société inhumaine. Société inhumaine, malheureusement. De plus en plus, avec de moins en moins de rationalité. Allez, de plus en plus d'Australiens qui cherchent à quitter le pays. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de tensions en Australie et il y a maintenant des gens qui veulent clairement s'en aller. Le mois d'août a vu le grand nombre d'Australiens demander à quitter le pays au cours de l'année écoulée. Une grande partie des demandes, 12 347, ont été rejetées. L'Australie est l'un des rares pays au monde à exiger que les résidents demandent une autorisation avant de quitter le pays. Donc malheureusement, eux, ils peuvent pas partir comme ça. Ils peuvent pas partir comme ça, ils sont obligés d'avoir l'autorisation, et malheureusement, c'est pas facile de l'avoir tout le temps. Et donc, alors que l'Australie a connu certains des taux d'infection et de mortalité les plus bas dus au Covid, leurs chiffres, c'est ridicule, elle a vu les gouvernements des États appliquer des restrictions sanitaires strictes et des fermetures de frontières nationales à tout signe d'épidémie. Dans plusieurs cas, des villes entières ont été placées sous verrouillage, donc sous confinement, avec un minimum de mouvements autorisés suite à l'émergence d'un seul cas. Melbourne est entré dans son 6e confinement le 4 août, qui était initialement prévu pour 7 jours après l'apparition de 8 cas dans la ville. En conséquence, ce confinement a été prolongé et se poursuit actuellement. Pendant ce temps, le Grand Sydney est sous verrouillage et sous confinement depuis juin dernier, qui a été prolongé 2 fois jusqu'au 30 septembre. C'est chaud, franchement, c'est chaud ce qui se passe là-bas. Les frustrations liées aux restrictions Covid ont commencé à déborder avec une croissante activité de protestation et des pétitions contre les restrictions imposées par le gouvernement, les mandats de vaccination et les passeports. Les chiffres récents ont également révélé les dommages que les blocages, que les confinements donc causent aux Australiens avec un service de soutien en santé mentale, affirmant qu'en août a été son mois le plus chargé jamais enregistré. Et donc, un Australien sur 4 a également déclaré connaître quelqu'un qui s'était suicidé au cours des 12 derniers mois. Vous vous rendez compte, les chiffres là-bas, c'est... Voilà, c'est complètement fou. Allez, l'Italie, hop, si ça veut bien. L'Italie, donc, qui rend le passeport vaccinal obligatoire pour tous les travailleurs qui s'exposent à des amendes donc de 1 500 € s'ils ne se conforment pas. L'Italie est la première grande économie européenne à appliquer les mesures controversées. Voilà, donc l'Italie, ça part loin aussi. J'avais surligné aussi autre chose. Voilà, le pass est actuellement obligatoire pour les repas en salle, dans les restaurants, pour les cinémas, les stades sportifs, les trains, les bus interurbains ou les vols intérieurs, et pour les enseignants. Voilà. Alors que le Green Pass était soutenu par des partis de tous les horizons politiques, les critiques ont fait part de leur inquiétude concernant une érosion progressive et continue des libertés civiles pendant la pandémie, tu m'étonnes. Des contestations judiciaires sont probables, car le droit au travail est inscrit dans la constitution italienne. Donc ils n'ont pas encore déclaré la fin. Merci Maud. Bonne soirée. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir des contestations judiciaires, puisque, voilà, comme ils le disent, hein, le droit du travail est inscrit dans la constitution italienne, donc il se peut qu'il y ait des recours là-dessus. J'espère que ça donnera quelque chose en tout cas. L'association médicale a indiqué jeudi à l'AFP que 728 médecins ont été suspendus pour non-vaccination. Vous voyez, c'est la même chose qu'en France. On suspend des personnes
pendant la pandémie, c'est magique. Voilà. Allez, les universités italiennes en ébullition contre le Green Pass et la vaccination obligatoire. Je me rends compte que j'ai un peu trop parlé là. Donc je passe un peu plus vite. Donc je vous invite à aller voir cet article sur François, un très bon article sur la situation en Italie. Donc en fait, il nous donne plusieurs lettres qui ont été envoyées, notamment au ministre de la Santé, donc par des professeurs d'université, maintenant des étudiants, par des enseignants. Voilà, étudiants, enseignants, professeurs et scientifiques, donc qui ont écrit des lettres, qui dénoncent en fait ce qui se passe avec le pass sanitaire, donc l'obligation vaccinale. Allez, en Autriche, les chômeurs non vaccinés privés d'allocations. Alors que les entreprises peuvent imposer la vaccination à l'embauche, le refus d'un chômeur lui fera perdre ses revenus, selon Courrier International. Voilà, donc ça va aller, encore une fois, de plus en plus loin. Ceux qui ont dit que dans quelques temps, si vous voudrez faire un prêt à la banque ou ce genre de choses, vous aurez des malus, tout ça, moi je me dis pourquoi pas, parce qu'ils vont tellement de plus en plus loin que c'est possible. Voilà. Ça va aller, ça va continuer progressivement, ça va être une surenchère. Il y a le pays d'à côté qui a fait ça, donc nous, il faut qu'on le fasse aussi. Allez, financement opaque des experts de l'ONU. Le rapport Pupink a l'effet d'une bombe aux Nations Unies. Révélé cet été par Valeurs Actuelles, le rapport de l'European Center for Law and Justice, qui met en lumière le poids financier considérable acquis par quelques fondations privées sur le système des droits de l'homme de l'ONU, a suscité des débats houleux à Genève. Certains rapporteurs incriminés ont réagi en attaquant directement le lanceur d'alerte, Gregor Pupink. Voilà. Là encore, sur les sont partis, super. En tout cas, donc le rapport révèle en particulier qu'au moins 37 des 121 experts en fonction entre 2015 et 2019 ont reçu au moins 11 millions de dollars en dehors de tout contrôle de l'ONU, principalement en provenance de la fondation Ford, de l'Open Society, de George Soros. Et en parlant de George Soros, je passe assez vite, en parlant de George Soros, comment l'Union européenne finance des ONG radicales du réseau de George Soros. Voilà, donc vous voyez, ça va dans les deux sens. Un coup, c'est George Soros qui donne, un coup, c'est George Soros qui reçoit. En tout cas, maintenant, tout ça, c'est factuel, des rapports qui sont sortis, et qui font l'objet d'une bombe, mais bon, ça change pas vraiment grand-chose, on a l'impression. Il se passe pas grand-chose. Donc, selon un rapport parlementaire rédigé par un député européen allemand, l'UE aurait versé 34 millions de subventions à des ONG anti-israéliennes du réseau de l'Open Society Foundation, rapporte Louis-Marie Bonneau, chercheur associé à l'European Center for Law and Justice. Voilà. Donc, je passe assez vite là-dessus. En tout cas, si vous voulez aller voir par rapport à ça, c'est assez intéressant, ces deux articles de Valeurs Actuelles. Allez, Macron cède le siège. Alors, il y a cette information nous vient de Télégraphe, mais Télégraphe, je n'y ai pas accès puisqu'il faut avoir un compte, etc. Macron, donc, c'est l'information donc, de The Telegraph. Macron cède le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à Bruxelles dans le cadre d'une énorme poussée de l'armée européenne. Donc là, il le formule comme si c'était déjà le cas. Or, dans l'article du Télégraphe, ils nous disent que voilà, la France pourrait céder son siège. C'est pas sûr, mais en tout cas, on nous dit que la France prévoit de céder son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Union européenne dans la prochaine étape vers la création d'une véritable armée à l'échelle de l'Union européenne, donc pour créer une armée européenne. Donc Emmanuel Macron est le fer de lance des projets de l'Union européenne de défense, d'une intégration militaire plus étroite à la suite de la querelle des sous-marins avec l'Australie et du retrait américain d'Afghanistan. Et donc, le député européen du parti de M. Macron a déclaré « Je pense que si nous avançons sur ces choses, nous pouvons également mettre sur la table la discussion sur le Conseil de sécurité. » Voilà, donc, Macron qui est prêt à tout donc, pour avoir une armée européenne. À quoi va servir cette armée européenne, si ce n'est encore à aller castagner avec la Russie, on se demande, puisqu'on n'en a pas besoin actuellement. C'est clair et net. Et surtout, quels seront les droits de cette armée européenne ? Ça fait un peu froid dans le dos, en tout cas, Macron qui pousse, et c'est pas pour rien qu'on nous propose Zemmour comme super remplaçant, puisque il est aussi, il veut rester dans l'euro, dans l'Europe, et donc ce genre de projet pourrait être intéressant aussi à mener pour lui. Ils ont besoin de garder des candidats qui sont en faveur donc de rester dans ces organisations. Allez, à la tribune de l'ONU, voilà quelqu'un qui a du courage. À la tribune de l'ONU, Jair Bolsonaro qui s'oppose au passeport sanitaire. Et lui, donc, il n'est pas vacciné. Donc, alors lui, depuis le début de la pandémie, nous sommes favorables à l'indépendance des médecins.
bon déjà ça c'est bien, qui cherche un traitement préventif contre le Covid-19, a ajouté Jair Bolsonaro. J'ai été l'un des premiers à expérimenter un traitement préventif, a-t-il rappelé. Donc lui, il avait fait la promotion de l'hydroxychloroquine à l'époque, si je me rappelle bien. Pour sa part, le président brésilien a toujours refusé de se faire vacciner et en conséquence, il ne dispose pas de passe sanitaire. Donc au Brésil, ceux qui veulent se faire vacciner, ils se font vacciner, mais il n'y a pas d'obligation. Arrivé à New York le 19 septembre, Jair Bolsonaro, président du Brésil, a été photographié en compagnie de ses collaborateurs en train de dîner debout dans une rue de la métropole américaine, les restaurants new-yorkais conditionnant l'entrée des clients moyennant la possession d'un pass sanitaire valide. Voilà, donc le mec, c'est le président du Brésil et il est obligé de bouffer debout dans une ruelle, puisqu'il peut pas se mettre dans un restaurant à New York, puisque à New York, c'est assez strict. En tout cas, franchement, bravo. Il a quand même tenu à venir à l'ONU malgré les restrictions et voilà, franchement, chapeau. Chapeau à Jair Bolsonaro qui, promeut les traitements, qui n'oblige pas sa population à se faire vacciner, qui s'oppose au passeport sanitaire et qui, en fait, se comporte comme un citoyen lambda, comme on peut voir en France avec les terrasses libres, de personnes qui veulent juste pas du pass sanitaire et qui feront sans. Voilà. Quitte à manger debout dans une ruelle. Alors qu'il est président du Brésil, quoi. Franchement, c'est énorme. Allez, l'Artemisia, donc en traitement Covid non conventionnel mais efficace pour l'interrogation de France Soir. Un très très bon article, puisque l'Artemisia, on en a pas mal parlé au début du Covid, notamment donc à Madagascar, puisque c'est là qu'il a été vraiment développé. Donc depuis le début de la pandémie, donc les médecins africains se sont également tournés donc vers ces plantes, donc vers l'Artemisia. Et donc on voudrait savoir, est-ce que, François qui pose la question, est-ce qu'on a les retours, comme quoi c'est positif ou pas? Il y a qu'à regarder déjà les chiffres à Madagascar. C'est vrai que j'aurais pu vous le mettre. Bon, tant pis. Est-ce que... Ouais, non, c'est pas grave. Je vous montrerai les chiffres, parce que j'ai encore fait des graphiques, etc. Donc je pourrais vous redonner les chiffres par 100 000 habitants. En tout cas, à Madagascar, les chiffres sont ridicules. Ils sont à 900 morts depuis le début du Covid. C'est totalement... C'est ridicule. Je crois qu'ils sont entre 3 et 10 morts pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, en France, on est à 170. Donc voilà, donc depuis maintenant 18 mois, ces deux plantes ont subi plusieurs campagnes médiatiques de dénigrement, donc un peu comme l'hydroxychloroquine. Et donc il y a plusieurs études qui ont montré que en fait, c'était efficace. Anton qui s'est soigné à l'Artemisia, et super. Je savais pas. La littérature scientifique, donc on a en fait peu d'études finalement, mais les seules études qu'il y a, en fait, prouvent que l'Artemisia est très efficace. Encore une fois, je vous laisserai le feuilleter. Donc la plus importante des études, donc parue dans une plus grande publication, qui est certainement celle conduite par le docteur Tsu et son équipe, cette étude in vitro, elle aussi, est sortie le 16 juillet dernier dans la prestigieuse revue Nature. Et donc, en fait, ce que ça montre, c'est que tout montre un effet tangible donc, sur la prévention de la réplication du virus dans les cellules, notamment les véro E6. Voilà, donc... peut-être. Hein. Ouais, voilà. En tout cas, il y a pas mal de... Enfin, l'article est assez long et il détaille toutes les études qui ont parlé de l'Artemisia. Et je vous le conseille, cet article de François. Vous pouvez le montrer à vos proches pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de traitement. L'Artemisia, très intéressant. Allez, on finit avec les USA. Les USA, j'ai pas beaucoup d'informations là. Je suis désolé. J'ai pas trouvé grand-chose pour cette semaine. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y en aura certainement plus pour les semaines prochaines. En tout cas, je vous prépare une vidéo, je pense, une vidéo un petit peu spéciale sur les États-Unis et sur pourquoi ça bouge pas aussi vite qu'on le veut. Parce que là, il y en a beaucoup qui perdent patience par rapport aux élections aux États-Unis avec les différents audits, par rapport à tout ce qui devait sortir, les différents rapports qui devaient sortir, notamment le rapport de William Barr. Voilà, beaucoup de choses qui posent question et les gens commencent à se poser des questions, pourquoi est-ce que ça sort pas, qui commencent même à déprimer, parce que pour eux c'est un peu leur seul espoir. Je prépare une vidéo là-dessus, alors soit je ferai une vidéo vraiment courte, et j'en parlerai pas dans un live, ou bien je ferai inversement. Peut-être une vidéo un peu courte et j'en parlerai. Ce sera pas du tout, et je le reprécise, et il y en a beaucoup qui l'ont très bien compris, je suis pas du tout un vendeur de rêves, un vendeur d'espoir. J'essaie juste d'être même pas optimiste, j'essaie juste de garder le moral, parce que si on garde pas le moral, ça change rien en fait. Si on garde pas le moral, en fait,
il y a notre monde qui s'écroule, c'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui pensent à se suicider, qu'il y a des personnes qui sont dans des grosses phases de dépression, je veux dire, on en a beaucoup parlé, on a parlé de chiffres, tout ça, mais on n'a pas imaginé que ça pouvait nous toucher nous. En tout cas, voilà, je referai une vidéo là-dessus. Je suis pas du tout un vendeur de rêve, je vous proposerai en fait ma vision et comment moi je le perçois. Ce sera juste ça, et ce sera juste pour ceux qui penseront la même chose, ça leur donnera de l'espoir un petit peu aussi. Ce sera pas du faux espoir, ce sera quelque chose basé sur des faits. Et puis ceux qui n'y croient pas, ils n'y croient pas. Puis voilà, c'est comme ça. Allez, voilà comment faire une entrée. Alors voilà comment ça se passe aux États-Unis. Donc nous, en pandémie, nos enfants portent le masque à l'école, hein, même dans les cours, etc. Et puis là, regardez, voilà ce qui se passe aux États-Unis. Vous pouvez regarder, hein, cette vidéo, je l'ai regardée avant de vous la proposer. J'ai essayé de jeter toutes les personnes qui sont à côté, les personnes qui sont en haut. Quand même très très peu de masques. Vous allez voir après les images dans la tribune. Là, vous pouvez regarder, hein, vous pouvez regarder les personnes dans les tribunes. Pas de masque. Voilà, c'est juste pour vous montrer que dans d'autres pays, ça se passe différemment. Il y en a qui ont repris, hein, la vie au Texas, tout ça. C'est des images que je vous montre de temps en temps. La vie a repris et ça va bien, en fait. Ça va bien. Surtout qu'on leur avait promis l'apocalypse. Allez, les vaccins Covid ne fonctionnent pas selon 3 études publiées par le CDC, le gouvernement britannique et l'université d'Oxford. Là encore, un super article que vous pouvez trouver sur The True Defender. Donc, un super article. Donc, alors, un diplômé de l'université de Yale, titulaire d'un doctorat de l'université de Princeton et d'un doctorat en médecine de la faculté de médecine de l'université de Johns Hopkins, a publié un article concluant que forcer le public à prendre un vaccin est un acte nocif et dommageable, en raison d'excellents articles de recherche scientifique démontrant que les vaccins ne préviennent pas en fait l'infection ou la transmission de l'infection du Covid. Voilà, donc tout simplement, ils ont fait des études et ils ont montré que finalement, il n'y aura pas d'immunité, avec les vaccins. L'immunité collective ne sera pas obtenue par la vaccination, selon le docteur en médecine, car de nouvelles recherches, dans plusieurs contextes, démontrent que la vaccination, le variant Delta revendiqué provoque des charges virales très élevées, qui sont tout aussi élevées dans la population vaccinée que dans la population non protégée. Voilà. Parce que toutes les sévérités de la maladie Covid-19 créent des niveaux sains d'immunité naturelle, le docteur en médecine conclut que l'immunité naturelle est bien plus protectrice que la vaccination. Voilà, encore une fois, on en a eu beaucoup qui nous l'ont dit de scientifiques. Attraper le Covid et développer ses propres anticorps sera bien plus efficace que prendre 3, 4, 5 doses du vaccin. C'est des scientifiques qui nous le disent. Et des scientifiques avec quand même une renommée. L'étude a découvert que les charges virales dans les populations vaccinées et non vaccinées sont presque les mêmes, et qu'elles sont significativement plus élevées qu'avant le déploiement des injections, donc du vaccin, je pense. La majorité des cas au sein de la population vaccinée ont présenté des symptômes après avoir été testés positifs, selon l'étude. Voilà, donc un super article que je vous invite à lire. Donc l'étude britannique indique clairement que la charge virale et donc l'infectiosité pour les autres est beaucoup plus élevée avec le Delta qu'avec donc l'Alpha, et qu'avec Delta, la charge virale et l'infectiosité sont égales chez les personnes infectées et vaccinées et non vaccinées. Voilà. C'est important de le rappeler, je le rappelle, donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des articles qui en parlent, on le rappelle, mais en tout cas, on en a déjà pas mal parlé. Hein. Dans ses recherches, Nina Pierpont tire la conclusion que forcer quelqu'un à prendre un vaccin est une conduite potentiellement préjudiciable et dommageable. Elle écrit que parce que le but principal de la vaccination est de protéger les autres contre l'infection, et ces études montrent sans l'ombre d'un doute qu'elles ne le font pas, ceux qui prescrivent donc les injections de la vaccination devraient demander un avis juridique concernant leur culpabilité et leur responsabilité pour préjudice potentiel à long terme, pour ceux qui sont forcés de se faire vacciner avec la menace de perdre leur emploi. Voilà, ça paraît logique, ça paraît plutôt normal. Voilà, donc très bon article de The True Defender si vous voulez aller voir. Pourquoi il y a tout ça? Voilà, merci, c'est bon. Hop. États-Unis, donc le Capitole sous haute sécurité avant une manifestation en soutien au pro-Trump. Donc environ 700 personnes sont attendues demain à l'appel de l'organisation Look Ahead America, qui veut dénoncer le traitement tyrannique et inhumain des prisonniers politiques du 6 janvier. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce qu'en fait, depuis les événements du 6 janvier, on en a parlé la dernière fois, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties qui nous ont montré qu'en fait, l'événement du 6 janvier était
avait été surjoué. C'était pas des pro-Trump qui ont cassé, c'était plutôt des antifas ou des personnes infiltrées. Que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été démontées là-dessus, que ça avait été aussi une opération de la CIA pour faire mal paraître Donald Trump et essayer de le destituer pour qu'il puisse pas se représenter. Enfin voilà, plein de choses comme ça que je vous invite à regarder. Si vous ne vous rappelez plus ce qui est sorti sur le Capitole. En tout cas, voilà, ils ont rebouclé tout le périmètre, donc au Capitole, là, tout est vraiment bouclé de ouf. Ils nous refont peur, donc attention à peut-être un nouvel événement du 6 janvier, qui n'a pas eu lieu, du coup. Allez, les scientifiques de Wuhan prévoyaient de libérer des nanoparticules pénétrant la peau contenant de nouvelles protéines de pointe chimériques de coronavirus dans des chauves-souris, des cavernes dans le Yunnan, en Chine, 18 mois avant la pandémie. Donc c'est un article de The Telegraph. Encore une fois, j'aurais voulu vous montrer l'article original, mais vous pouvez le retrouver si vous voulez, mais il faut un compte pour pouvoir le lire. Donc il prévoyait également de créer des virus chimériques génétiquement améliorés pour infecter plus facilement les humains, et ont demandé 14 milliards de dollars à la Defense Advanced Research Project Agency pour financer le travail. Voilà, donc tout ça, ça fait encore suite à toutes les révélations qu'il y a eu avec Anthony Fauci, comme quoi, oui, il y a bien eu des financements des États-Unis pour le laboratoire de Wuhan, et que oui, il faisait des expériences pour comment on appelle ça, des gains de fonction pour que le coronavirus puisse se transmettre plus facilement aux humains. Voilà, ça met du temps, mais comme on dit, la vérité arrive par l'escalier, donc ça met du temps, mais ça arrive. Voilà, donc c'est terminé pour cette revue, je vous l'ai eu un tout petit peu plus court que d'habitude. Je tiens... Alors, j'ai pas encore terminé, il me reste encore juste 2-3 petites infos à vous donner. Donc, premièrement, je remercie vraiment les chercheurs d'or donc pour leur travail comme d'habitude, et puis leur présence aussi pour la modération ce soir. Je remercie les personnes qui ont fait des dons à la chaîne, qui mettent toujours des beaux messages aussi quand ils me font des dons. Malheureusement, je ne peux pas répondre aux messages, je précise, mais merci beaucoup à ceux qui font des dons, qui font des messages très, très gentils, très marrants aussi. Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire? Donc oui, prochain live donc mercredi, et puis j'essaierai aussi de vous faire cette petite vidéo sur les États-Unis. Je verrai si j'ai le temps de vous faire ça en plus, sur pourquoi est-ce que ça met aussi autant de temps, et est-ce qu'il faut perdre espoir, ou est-ce que il y a quand même des motifs d'espoir, en fait, tout simplement. Ok. Je termine avec, comme d'habitude, avec à la fin du live, je laisse un petit temps pour ceux qui font des choses, qui se mobilisent, peu importe les choses qu'ils font, mais qui se bougent en fait, hein, pour faire un petit peu bouger les lignes. Donc j'ai deux personnes qui m'ont contacté pour que je parle un petit peu d'elles. Donc on a tout d'abord Matt Patriot President Elect, donc qui est sur YouTube, qui a 333 abonnés actuellement. Donc il fait des petites vidéos sur le Covid, des petites vidéos courtes, où par exemple il avait fait une vidéo donc sur des mensonges qui avaient pu être faits par le gouvernement sur certaines choses. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne. Oser Chloroquine, donc c'est une petite musique pareil qu'on m'a transmis, donc c'est un petit groupe. Et puis on va se terminer avec, on va se laisser là-dessus avec cette petite vidéo donc d'un petit groupe qui a lancé, hein, ils sont 46 abonnés sur YouTube là. Et donc, ils ont fait cette petite musique, donc Oser Chloroquine. Donc, ils ont mis chloroquine comme ça, mais bien sûr, ils parlent de la chloroquine. Et donc, je vous mets cette petite musique, comme ça, on termine joyeusement avec de la musique. Puis moi, je vous dis à mercredi prochain. On fera le bilan peut-être juste après. C'est parti. À l'arrière des combines, on vaccine, on interdit la chloroquine et une poignée d'autres remèdes livrés aux lions. Ils font la pluie et le butin. Soi-disant pour sauver nos vieux, à qui vous prenez la vie. Surveillez l'autre, évitez tout contact, jamais sortir
les chiffres du Covid. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, chloroquine. Quand tout s'oppose à la vie, rien ne justifie. À l'arrière de la foule, on opine. Face à ces incohérences, j'ai si peur de voir en face leur manigance. Ils sont les rois, ils sont les médias. Allant dans Joséphine, jusqu'à quel point les laisserez-vous prendre votre vie? Privé de tout, de sortie de resto, jamais d'ouvrir, je sais réunir la face du Covid. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, chloroquine. Quand tout s'oppose à la vie, rien ne justifie. J'avais oublié, excusez-moi, j'avais oublié, j'étais sans son. Voilà, donc n'hésitez pas, merci. N'hésitez pas à aller, sinon je serais resté sans micro, mais n'hésitez pas à aller liker et vous abonner si ça vous a plu, ce petit groupe, ce petit morceau. Belle petite musique et j'espère qu'ils en feront d'autres. C'est important voilà, que chacun amène sa pierre à l'édifice. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout. On se retrouvera mercredi prochain. Je vous dis merci d'avoir été présent ce soir, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à mercredi prochain. Gardez le moral. Et j'essaierai de vous faire une petite vidéo, comme je vous l'ai dit, sur la situation. Voilà. À mercredi prochain. Passez une très bonne soirée. Et je vous remercie encore de votre présence. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt. Et surtout, osez chloroquine. À bientôt et bonne soirée.